Ça marche, ça marche. Et donc, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Oui. C'est au moins 2 heures cosmiques. Donc, voilà, il faut essayer de se souvenir de ce dont on a parlé. Et alors, bien sûr que d'habitude, on a la page spéciale Eustache, mais si quelqu'un veut parler, n'hésitez pas, hein. Non, C'est il pas le fait fait pour- bien. Il le fait bien, ok. C'est bien, le staff, il est parfait. Oui. Il le Ah fait bon? bien, stage. Très bien, alors on t'écoute. On essaiera de faire un jingle pour la prochaine fois. Ah bon. Alors, du coup, alors j'ai noté, hein, donc tu as dit Nagarjuna dit quand on parle des phénomènes, on parle des agrégats qui sont nécessairement produits. On a parlé donc d'objets d'abandon. Donc tu as dit cela doit être abandonné sur la voie pour obtenir la libération et l'éveil, donc les afflictions et les graines. Exemple, alors la table, tu as dit, n'est pas un objet d'abandon car le Bouddha pourra l'utiliser, mais il comprend que la table est vue au niveau de l'ignorance. Elle n'existe pas donc de manière inhérente. Après, tu as dit les Sotantrika et les Vaibhashika, alors, ne peuvent pas accepter la différence entre la cause et son effet. Donc, on avait pris l'exemple de la graine et de la pousse, car pour eux, une cause et son effet ne peuvent pas coexister. En effet, pour être différenciés, on dit qu'il faut qu'ils existent en même temps. Et quand l'un existe, donc la graine, l'autre pousse n'existe pas. Donc, les Prasangika vont dire qu'ils sont différents, par contre, l'un par rapport à l'autre, en leur temps respectif. Voilà. Il faut donc comprendre pour l'absence d'existence absolue que l'être est comme illusoire et non pas comme une illusion. Pour la mort et la renaissance, les Prasangika disent que c'est le simple jeu qui renaît et qui est porteur donc du karma et des graines karmiques. On ne peut pas trouver la personne dans sa base d'imputation car les phénomènes et les personnes existent en dépendance d'un concept et donc d'une désignation. Et tu as dit donc la base d'imputation sont dans ses caractéristiques mais ne sont pas ses caractéristiques. Donc on parle aussi de ce qui est nié comme l'espace incomposé par rapport à l'absence d'un contact obstructif. Donc le raisonnement utilisé est l'absence d'unité et de multiplicité. Un est différent pour les agrégats comme base d'imputation d'une personne, par exemple. Donc si on prend feu et brûlant, feu est-il un avec chaud et brûlant? Non, car il n'y a que feu qui soit un avec feu. Donc feu et brûlant sont différents, mais pour les essentialistes, cela pose problème, car pour être différent, cela veut dire séparé. Or, on ne peut pas avoir chaud d'un côté et brûlant de l'autre. Donc le problème vient du fait qu'on cherche un feu inhérent qui serait donc un ou différent de ses caractéristiques. Donc après, on a parlé du samsara qui est possible à cause des 12 liens de production indépendants. Donc d'une causalité, il y a donc une absence totale d'indépendance. Il n'y a pas de bien ou de mal en soi, car ce sont les actes qu'il faut juger et pas les personnes. Et on a fini par la vacuité qui implique l'existence conventionnelle et donc réfute l'absolutisme et la vacuité d'existence inhérente qui réfute le nihilisme. Donc elle implique l'existence dépendante. Et après on a parlé de la différence entre une pensée juste et une pensée dite salutaire pour la personne, notamment l'octuple sentier. Et on a fini par le nirvana qui est la libération du cycle des renaissances et on a dit qu'il y en a plusieurs, donc il y a le naturel, avec résidu, sans résidu et le statique. Et aujourd'hui, on devait voir les prasangika et le nirvana. Waouh, Voilà. magnifique, Bravo. magnifique, excellent. Donc en effet, c'est vrai que les Sotrantika, les Vaibhashika, en fait, eux, ils vont dire qu'ils acceptent la différence, hein. C'est vrai que là, les Prasangika leur adressent cette conséquence. Ils leur disent, si vous avez vos points de vue, Vaibhashika et Sotrantika, vous êtes forcés de ne pas accepter la différence. Mais en fait, bien sûr que les Vaibhashika et les Sotrantika l'acceptent quand même. Ils vont dire, la cause est différente de son effet, l'effet est différent de sa cause, etc. Et même, ce sont des entités substantielles différentes. Donc, ils acceptent tout ça. Mais les Prasangika arrivent et leur disent qu'ils font face à des difficultés logiques si ils acceptent l'existence inhérente et la différence aussi au milieu de tout ça, c'est compliqué pour eux. Ouais. Les Prasangika, en fait, ils leur adressent des conséquences. Ouais. Les Prasangika vont dire qu'en fait, si un effet dépend de sa cause, il est nécessairement dénué d'existence inhérente. Ouais.
C'est ce que, quand ils s'appuient sur les textes, ils vont citer le sutra qui a été requis par le roi des Nagas, qui s'appelle Anavatatta. Et donc, dedans, le Bouddha dit Quand Shikyen le Kyeva Demakye, de la Ranshin Kyeva Yomayin. Et donc, il dit tout ce qui naît de cause et de conditions n'est pas né. Et il dit ensuite, là, ici, on parle d'une absence de naissance en soi, d'une absence de production par nature propre. Ouais. Donc, c'est exactement ce sur quoi s'appuient les Pasanghikas. Ils disent en effet, selon ce sutra et d'autres, bien sûr, mais ça, c'est vraiment une citation extrêmement importante qui dit tout ce qui naît de cause et de condition n'est pas vraiment né, n'est pas né en soi, de manière inhérente, intrinsèque. Ouais. Donc, ça, c'est le point de vue Madhyamika. Les écoles inférieures, les écoles plus basiques vont dire tout ce qui est produit doit naître en soi, sinon ça ne naîtrait pas du tout. Donc c'est là où on voit des points de vue vraiment différents d'une école à l'autre. Ouais. Très bien, excellent. Donc en effet, on a parlé des 12 liens de production indépendante qui étaient possibles au sein même de la vacuité, c'est-à-dire que c'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le chapitre 24, pour qui la vacuité est possible, tout est possible. Ouais. Et pour qui la vacuité est impossible, rien n'est possible. Ouais. Donc, ça veut dire que les conventions, la causalité karmique en particulier, tout ça, c'est possible au sein même de la vacuité. La vacuité permet tout ça, ouais. Ouais, ça vous parle? Oui. Bravo, 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 c'est magnifique. Très bien. Et en effet, pour le nirvana, c'est là où on arrive normalement, à un moment donné, dans le texte. Voyons voir. Donc, il y a plusieurs types de nirvana. Sasanté en parle, bah, justement dans le passage où il y a marqué le titre en gras, le samsara et le nirvana. Et je crois qu'on avait dû lire les strophes 13b à 15b, quelque chose comme ça, non? Oui. Ouais? On était Ok. arrêté là, justement. Très bien, on s'était arrêté là. Et juste après, donc Sasanté dit, il dit selon vous, Madhyamika, disent les réalistes, les essentialistes, tous les phénomènes sont dépourvus d'existence intrinsèque. Ouais? Et cette absence d'existence intrinsèque est désignée comme le nirvana. Donc ils disent, si vous désignez cette absence comme le nirvana, alors le nirvana devient identique au samsara, puisque le samsara est également dépourvu d'existence intrinsèque. Là, ça pose question. Là, ça pose question. Ça pose question. Ça veut dire que il y a un problème de logique, en fait, hein, du point de vue des essentialistes. Ils disent, voilà, le samsara, du point de vue des madhyamikas, le samsara est vide d'existence propre, ouais. Il est d'existence inhérente, ouais. Donc, les essentialistes disent aux madhyamikas, ils leur disent, l'absence d'existence inhérente est le nirvana naturel, ouais. Donc, ça veut dire que le samsara, vu qu'il est vide d'existence inhérente, il est le nirvana, il n'a pas de distinction fondamentale. Mais en fait, on est obligé de dire qu'il y a une distinction, puisque le samsara, c'est la vérité conventionnelle, et sa vérité ultime, c'est la vacuité, c'est le nirvana naturel. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Ouais. Dire que, par exemple, quand on dit la forme est vide, on ne dit pas la forme est la vacuité. On ne dit pas que la forme soit une avec sa vacuité. Ouais, vous êtes d'accord? Parce que, comme on l'a dit, une table n'est pas une avec sa vacuité. La table n'est pas sa vacuité. Sinon, on ne pourrait pas poser de tasse sur une table. On ne peut pas poser de tasse sur une vacuité. Ouais. Vous êtes d'accord? Donc la table et sa vacuité ne sont pas une. Si elles étaient une, en réalisant une table directement, on réaliserait nécessairement une vacuité. Donc on serait déjà éveillé, on serait déjà en arrière, ouais? Oui. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok. Donc déjà de ce point de vue-là, du point de vue de cette assertion, il y a déjà un problème de logique. C'est-à-dire que si les essentialistes disent, bah, on serait déjà nirvané, puisque la nature ultime du samsara, c'est le nirvana, ah non, le samsara et sa vérité ultime ne sont pas la même chose. Ouais, c'est déjà différent. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs vérités ultimes? Alors, on pourrait le dire, certains vont dire, par exemple, dans la tradition Gelupa, certains vont dire que les vraies cessations, enfin certains Gelupa vont le dire, pas tous, les vraies cessations sont aussi des vérités ultimes. Les vraies cessations, ça veut dire l'abandon définitif d'une affliction et de ses graines, ouais. C'est de ça qu'on parle quand on parle des vraies cessations, ouais. Et donc certains vont dire c'est une vérité ultime.
Mais d'autres vont dire non, c'est pas une vérité ultime. Une vérité ultime, c'est nécessairement une vacuité d'existence inhérente. C'est pas simplement l'élimination d'une affliction. C'est la vacuité de l'esprit ou la vacuité de cette affliction. Pourquoi pas? Ouais, c'est du charabia. Et moi, j'ai une question. Oui. Euh, Parce que, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les Madhyamika. Alors, la différence entre les. Enfin, en tout cas, ce que disent les réalistes par rapport aux Madhyamika, que le samsara, donc le nirvana, serait équivalent vu qu'il y a une absence d'existence intrinsèque. Mais en fait, ça veut dire qu'on prend juste un aspect, mais on ne peut pas prendre ce qui nous arrange. Parce que dans le samsara, il n'y a pas que l'absence d'existence intrinsèque, il y a d'autres choses aussi. Exactement, tout à fait. Donc, C'est du coup, voilà. Tu as tout à fait raison. Ça, c'est en effet un argument de poids ici pour dire que la logique des réalistes est un petit peu frelatée, parce que c'est pas parce que euh, le samsara est vide d'existence propre que le samsara serait sans vide d'existence propre. Le samsara, c'est beaucoup plus que ça. C'est une vérité conventionnelle avec tout ce qui se passe dedans, etc. En effet, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce qu'il faut comprendre dans cette affirmation un petit peu comment dire, frelatée des réalistes au Madhyamika. Ouais. C'est le même principe que la table et sa vacuité. En effet, la table et sa vacuité sont indissociables. Indissociables, ouais. Mais ça ne veut pas dire ce n'est pas parce qu'elles sont indissociables qu'elles sont une, qu'elles sont exactement la même chose. Une table, c'est beaucoup plus qu'une vacuité. Ouais. C'est de la matière, ça possède une couleur, ça a une densité, c'est impermanent, alors que la vacuité, pas du tout. La vacuité, elle n'a ni couleur, elle n'est ni impermanente, ni rien de tout ça. Ouais. Mhm. Donc en effet, c'est là où justement c'est très important de voir la corrélation qu'il y a entre une vérité ultime et sa vérité conventionnelle. Et donc de voir qu'en effet, elles sont une même entité, elles existent exactement au même endroit, et si on pouvait les percevoir directement, elles n'apparaîtraient pas séparément. Et on peut dire que même elles sont liées par la même entité, ça veut dire que si l'une disparaissait, l'autre devrait disparaître, nécessairement. Mais ça ne veut pas dire qu'elles soient une. Ouais. Elles sont nécessairement différentes. Ouais. Bravo. Et donc le samsara et sa vacuité, c'est la même chose. Le samsara et sa vacuité, en effet, sont indistincts du point de vue de l'entité. C'est-à-dire que le samsara ne pourrait pas exister sans sa vacuité, ce serait impossible, il ne fonctionnerait pas, il serait statique, etc., etc. Et la vacuité du samsara, c'est pareil, elle ne flotte pas dans l'espace comme ça, elle est nécessairement la nature ultime du samsara, elle fait partie de sa nature. Ouais. Donc les deux doivent nécessairement être une même entité, être indissociables, mais ça ne veut pas dire que l'un soit égal à l'autre. Ouais. Ça ne veut pas dire que le samsara soit le nirvana. Donc ça, c'est ce que vont dire les Madhyamika, ils vont dire, votre raisonnement est tout à fait erroné. Les réalistes, votre raisonnement est totalement faux. Le samsara et le nirvana sont une même entité. Enfin, le nirvana naturel, hein, parce que comme on va le voir, il y a plusieurs nirvanas. Hein. Le nirvana naturel du samsara, donc c'est-à-dire sa vacuité, sont une même entité, mais ça ne veut pas dire que le samsara soit le nirvana. Sinon, on serait déjà nous-mêmes des vacuités, en fait. Puisque quand on parle du samsara, on parle des agrégats, ouais, Ouais. des agrégats contaminés. Donc les agrégats contaminés sont vides d'existence propre, etc. Les afflictions sont vides d'existence propre, etc. Donc leur vacuité d'existence propre, c'est leur nirvana naturel, mais ça ne veut pas dire qu'on soit dans le nirvana. Ouais, Ouais, ça ouais. va? Ok, ouais, super. Ça, c'est très important. Ok. Et donc, ils disent, pour vous, alors, même le samsara devient le nirvana. Et donc, non, ça, c'est totalement faux comme raisonnement. Donc, cela ne peut pourtant pas être le cas, en effet, car le samsara et le nirvana sont différents. Ça, nous sommes d'accord. Samsara et nirvana, on pourrait même dire, sont plus que différents, sont contradictoires. Ouais. Ce qui est l'un n'est nécessairement pas l'autre. Ouais. Ok. En fait, ils sont incompatibles. Voilà, c'est ce que dit Saint incompatibles, c'est-à-dire mutuellement exclusifs, contradictoires. Ouais. C'est exactement ça qu'il dit. De plus, si le samsara et le nirvana ne peuvent être distingués l'un de l'autre, on est obligé d'admettre que même les Bouddhas restent sous l'asservissement du samsara. Parce qu'on ne pourrait pas distinguer leur nirvana du samsara. Donc, Mhm. là, il y a un mélange total des réalistes de différents types de nirvana et en plus de
une assimilation de, ils passent de même entité à la même chose. Ouais, ils prennent la même entité comme étant la même chose, alors que c'est pas la même chose. Justement, être la même entité et être un, c'est pas la même chose. Ok, très 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 bien. Donc pourquoi alors les aspirants spirituels devraient-ils s'engager sur la voie pour atteindre la bouddhéité ou la libération? En effet, si on était, ça ne servira à rien. C'est-à-dire que si on ne pouvait pas se débarrasser du samsara, ça ne servira à rien d'entrer dans la voie qui mène à la cessation. Ok, donc Shantideva répond que les réalistes ont confondu la cessation de l'existence intrinsèque, qui est le nirvana naturel, avec le nirvana auquel on parvient par un processus de perfection spirituelle. Ouais. Donc Voilà. ça, c'est très très important de faire cette distinction. Donc en effet, on pourrait dire que c'est le nirvana naturel qui repose dans notre esprit, demeure dans notre esprit, qui permet qu'on obtienne le nirvana. Ouais. C'est-à-dire que si notre esprit n'était pas vide d'existence inhérente, on ne pourrait pas réaliser cette vacuité d'existence inhérente, et donc on ne pourrait pas réaliser le nirvana, la cessation, la libération, etc. etc. Ouais. C'est parce que l'esprit est vide d'existence inhérente que le nirvana, la cessation, l'éveil sont possibles. C'est de ça qu'on parle quand on parle de la nature de Bouddha. Ouais. Ouais. La nature de Bouddha, du point de vue des Madhyamika, elle est double d'une certaine manière. Il y a une nature qui a toujours été là, c'est la vacuité de l'esprit. Et il y a une nature de Bouddha qui doit se développer. Ouais. Toutes les qualités qu'on développe sur la voie, bodhicitta, etc. etc. Ouais. Donc ce lignage naturel, littéralement, c'est un mot un peu technique. Le lignage naturel, ça veut dire la vacuité de l'esprit qui a toujours été là. Et donc, cette vacuité de l'esprit, c'est ça qui permet c'est ça qui permet la cessation, la libération, etc., etc. Ça veut dire que quand on réalisera la vacuité directement, un jour on deviendra un Arya, etc., un Arya Bodhisattva, etc., espérons-le. Et donc, on réalisera la vacuité directement et certaines afflictions et leurs graines se dissolveront dans la vacuité de l'esprit. Ouais. Ce que dit Arya Nagarjuna dans le chapitre 18, à la strophe 5, quand il dit Karma Klesha Kshaya Moksha, la libération et la cessation du karma et des kleshas. Et ensuite, il dit que justement les élaborations conceptuelles qui saisissent l'existence inhérente s'absorbent dans la vacuité. Ouais. Shunya Tayam Nirudhyate. Donc ça veut dire que les afflictions, la saisie d'existence inhérente vont se dissoudre dans la vacuité. On pourrait le comprendre par la vacuité, c'est ce que dit Sasanté. On peut le comprendre de deux manières, par la vacuité, par la réalisation de la vacuité, ou dans la vacuité de l'esprit. Ouais. C'est pour ça que certains disent que la vacuité de l'esprit est une vérité ultime. Ouais. Les cessations qui adviennent, les vraies cessations qui adviennent dans la vacuité de l'esprit sont des vérités ultimes. C'est pour ça que certains le disent. Ok. Donc là, c'est un petit peu technique, mais vous allez voir, à force de se familiariser avec ça, normalement, ça devrait le faire. Ok. Donc il y a le nirvana naturel. Donc ça, c'est une première chose, c'est la vacuité. C'est-à-dire que n'importe quel phénomène a, depuis toujours, depuis son existence même, été pacifié par rapport à une existence inhérente. Ouais. N'importe quel phénomène est naturellement libéré d'existence inhérente. Ouais. Ça vous parle? Ok. Oui, pardon. Ouais. Ok, super. Très bien. Ok, très bien. Donc ensuite, il y a le nirvana auquel on parvient par un processus de perfection spirituelle. Ouais. Ok. Et donc cette cessation n'est pas seulement une absence d'existence intrinsèque, c'est aussi la cessation de tout ce qui nous obscurcit, des voiles. C'est pour ça qu'on parle de voiles, ouais. Des voiles qui obscurcissent notre esprit, nos émotions perturbatrices et nos prédispositions habituelles. Donc ça veut dire les afflictions et les graines. C'est ça que ça veut dire dans cette phrase. Ok. Donc ça veut dire que quand on obtient une vraie cessation, on se libère progressivement des afflictions correspondantes et des graines correspondantes. Ouais. Et quand on aura éliminé toutes les afflictions et toutes les graines de ces afflictions, là, on pourra dire qu'on aura obtenu le nirvana. Ouais.
C'est ça que ça veut dire, le nirvana, ça veut dire la cessation totale et définitive du voile afflictif. Ouais. Vous vous souvenez? L'ail dans la boîte et l'odeur de l'ail dans la boîte. Ouais. C'est-à-dire on retire l'ail dans la boîte, l'ail et puis on pourrait dire même les graines de l'ail. Ça, on les enlève. Et une fois que c'est obtenu, on obtient la cessation définitive des voiles afflictifs. Donc, on a enlevé l'ail dans la boîte. Il ne reste plus que les empreintes dans l'esprit. Ouais? Oui. OK. Et donc, ces empreintes, elles seront éliminées totalement qu'au moment de l'éveil. Ouais? Ouais. OK. Bravo. OK. Donc, ça veut dire que ceux qui sont entrés dans le véhicule fondamental, vous vous souvenez, on en avait parlé une fois, il y a les arhats, le véhicule fondamental, et il y a les bodhisattvas qui vont devenir des aryas et puis qui vont devenir des bouddhas. Donc, les arhats du véhicule fondamental, qu'est-ce qu'ils enlèvent entre les deux voiles? Le voile afflictif. Le voile afflictif, exactement, ouais. Reste le cognitif, oui. Exactement. Ils n'ont plus du tout d'affliction, ils n'ont plus les graines des afflictions. Ça, c'est définitivement éliminé. Ouais. Et donc, ils ont obtenu un nirvana individuel, une libération individuelle. Ouais. Pas l'éveil. Pas l'éveil d'un Bouddha. Exactement. Ouais, ça vous parle? Oui. Très bien. Et donc, ils ont obtenu un nirvana individuel, une libération individuelle. C'est pour ça qu'on peut parler de véhicule fondamental comme étant le véhicule de libération individuelle, le pratimokshayana. Ouais, le véhicule de libération personnelle. Parce qu'ils veulent se libérer personnellement du samsara. Ouais, Oui. ça vous parle? Oui. Ok, d'accord. Très bien. Et donc, un arhat qui est vivant, il a encore ses agrégats contaminés, il a encore son corps contaminé. Ouais. C'est-à-dire que il était un arya, etc. Il a réalisé la vacuité, etc. Et au bout d'un moment, quand il a éliminé les moindres graines des afflictions et les afflictions, à ce moment-là, il a obtenu son nirvana. Et il est vivant. Donc ça veut dire qu'il a encore son corps contaminé. Hein, vous êtes d'accord? Mhm. Là, on parle d'un nirvana avec résidu, un nirvana résiduel. Parce qu'il a encore le résidu du corps contaminé. Ouais, ça vous parle? Oui. Et quand cet arhat décède, il quitte ce corps contaminé et il obtient un nirvana non résiduel. Sans résultat. Sans résidu, ouais. Ok? Oui. C'est clair pour tout le monde? Oui. Mhm. Oh, bravo, c'est magnifique. Très bien. Donc c'est ce que va dire ce santé-là, mais on va voir que pour le prasangika, ça va être différent. Ok, par conséquent, où est-ce que c'est? Ah oui, par conséquent, nous devons distinguer entre le nirvana naturel, la vacuité, et le nirvana que l'on atteint par la méditation. Ouais, sinon ça ne servira à rien de méditer, parce qu'on est dans le nirvana naturel depuis toujours, sauf qu'on ne le réalise pas, tout simplement. Il s'agit là de deux états distincts, c'est fondamental. Tant qu'il n'est pas mis fin à l'enchaînement de causes et d'effets qui conduit à une existence perpétuelle au sein du samsara, l'individu reste sous l'asservissement de celui-ci. Une fois que le cycle des existences est terminé, l'individu se trouve non seulement dans l'état nirvana naturel, puisqu'il réalise la vacuité, bien sûr, mais également dans l'état de nirvana suprême qui représente la libération de la souffrance et de la servitude. Voilà, ça c'est vraiment fondamental. Donc ensuite, les réalistes objectent que Sasanté ne mentionne pas le nirvana de Madhyamika, des Prasangika. Ok, donc ça mérite d'être évoqué malgré tout. Parce que ça c'est la mention générale de toutes les écoles, sauf le Prasangika Madhyamaka. Donc le nirvana résiduel et le nirvana non résiduel. C'est-à-dire que quand un arhat a réalisé la libération, il a encore son corps contaminé, donc il a un nirvana résiduel, et quand il meurt, quand il décède, il a un paranirvana, un nirvana suprême, etc. Et donc c'est un nirvana sans le résidu des agrégats contaminés. Pour les prasangika, c'est différent. Pour les prasangika, qu'est-ce qu'ils appellent le résidu? C'est l'apparence d'existence inhérente. La conception, l'apparence d'existence inhérente. Très bien. Donc ça, il faut voir que vous avez les bodhisattvas. Les bodhisattvas, ils ont 8 bhumis. Ouais, ils ont 8 terres, ils ont 8 marches qui mènent vers l'éveil. Okay.
C'est un petit peu comme le jeu des petits chevaux. Quand vous arrivez vers la fin, vous avez, non, je ne sais pas s'il reste 10 marches à la fin. Peut-être, c'est possible, hein, c'est peut-être similaire. Mm. Peut-être que l'inventeur des petits chevaux était bouddhiste. Ok. Donc, le Bodhisattva, il a 8 bhumis. Ok. Le premier bhumi, il commence quand? J'ai plus de jus. Alors, attendez, il faut que je remette la batterie. Voilà. Alors, Bien, la voie de la vision. la voie de la vision. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, la voie de la vision? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la voie ininterrompue où il y a une perception directe de la vacuité et suivie de la voie libérée. Voilà. Exactement. Ouais. Et il y a même des post-absorptions, normalement, hein. Voilà. Ouais, ouais, il doit y avoir des post-absorptions, etc. Mais en effet, principalement, on peut dire que c'est pour la toute première fois de sa carrière spirituelle, pour la toute première fois au cours d'innombrables existences, ce pratiquant sera bien sûr entré déjà dans le Mahayana, mais en plus, il aura une réalisation non conceptuelle de la vacuité. Pour la Ça se fait, première hein. fois depuis des vies sans commencement. Ouais, Je dirais. Ça se fait. ça se fait, oui. Champagne sans alcool. Exactement. Ok. Et donc là, le Bodhisattva obtient le premier bhumi. Ça veut dire un bhumi, une terre. Ça veut dire une terre, une base sur laquelle des qualités immenses sont développées. Et ensuite, le Bodhisattva va entrer en nouveau en absorption sur la vacuité, etc. Et encore, et encore, et encore, et progresser sur les différents bhumis. Quand il arrive à la fin du 7e bhumi et au début du 8e, en général, oui, c'est le 8e qui est mentionné. Il a progressivement, au cours de ses bhumis, éliminé certaines afflictions et leurs graines. Et au 8e bhumi, il n'y a plus d'afflictions et de graines à éliminer. Il a éliminé le voile cognitif. Sa réalisation est équivalente à la réalisation d'un arat. Ouais? Mm. Ok. C'est-à-dire qu'il n'a plus du tout d'afflictions, c'est terminé, elles ne germeront plus dans son esprit, c'est terminé. Ok. Très bien. Et donc, dans ce cas-là, les prasangikas vont dire qu'un Arya Bodhisattva du 8e bhumi qui réalise directement la vacuité, il est dans un nirvana non résiduel, parce que quand il est en réalisation directe de la vacuité et qu'il n'a plus d'affliction, il n'a même plus le résidu de l'apparence d'existence inhérente, parce qu'il réalise directement la vacuité. Cette vacuité se montre exactement telle qu'elle est. Et quand il sort de cette absorption, forcément, les apparences reviennent, l'odeur de l'ail dans la boîte est toujours là, et donc les apparences d'existence inhérente reviennent, et donc là, il est dans un nirvana résiduel, avec le résidu de l'apparence Résiduel. inhérente. Ouais. Donc on voit que c'est quand même différent d'un point de vue du prasangika. Ah oui. Ouais. Ok. Et donc, bien sûr, si on prend le cas d'un arat, les prasangika vont dire sensiblement la même chose. L'arat qui a obtenu son nirvana, il est en réalisation directe de la vacuité, il est dans un nirvana non résiduel. Et quand il sort de son absorption, les tables, les choses, les gens, etc., à nouveau réapparaissent et l'apparence d'existence inhérente, puisque l'arat, lui, il n'a pas non plus éliminé le voile cognitif encore. Donc, il y a toujours l'odeur de l'ail dans la boîte, et donc là, il est dans un nirvana résiduel. Ça, c'est le point de vue prasangika. C'est vraiment unique dans la tradition sanskrite. Ouais. Ok. Bravo, bravo, ça c'est magnifique. Très, très bien. Donc ça, c'est important de comprendre, puisqu'en effet, il y a vraiment des vues qui sont importantes à comprendre du point de vue des écoles plus basiques, et ensuite, elles permettent de comprendre l'école ultime, l'école du Bodhisattva Shantideva. Ouais. Bravo, bravo. Ok. Donc on en est là, les réalistes objectent alors que si l'on n'accepte pas la réalité intrinsèque et objective des choses, il n'y a pas de causalité, et donc pas de moyen de fonctionner pour les phénomènes. Les Madhyamika ripostent, donc souvent quand on a les Madhyamika, ici c'est plutôt les Prasangika Madhyamika, hein, c'est vraiment l'école de Shantideva. Mais c'est pas très grave. Donc les Madhyamika ripostent que tout en considérant les choses et événements comme des illusions, comme dépourvus de réalité intrinsèque indépendante, et ils acceptent la validité de la causalité et des autres fonctions du monde relatif. Ouais, ça vous l'avez bien compris, hein. La voie médiane, c'est ça. La voie médiane, c'est éliminer l'absolutisme et éliminer le nihilisme. Ok. Comme des illusions. Ok. La réalité du monde conventionnel, loin d'être détruite par leur logique de la vacuité, reste au contraire totalement intacte. Ouais.
Si. C'est fondamental. Ouais, on en a déjà parlé, on avait vu la citation du Lamso Namsung, de la Matson Kappa, etc. Il y a plein de choses comme ça qui sont prises dans les Écritures, qui sont citées à partir des Écritures, et bien sûr à partir des commentaires de Arya Nagarjuna, etc. Laurence, oui. Oui, j'ai l'impression, moi ça me donne un peu l'idée que les effets de cause à effet, en fin de compte, on les retrouve dans la réalité conventionnelle. C'est un peu l'impression que enfin, je crois comprendre. Mais par contre, une fois qu'on a réalisé la vacuité à tous les niveaux, à la limite, il n'y a plus besoin de l'effet de causalité, de cause à effet. Puisque, en fin de compte, le système de la causalité, j'ai plus l'impression que c'est attrait, c'est déductible de notre ignorance quelque part. Ah. Oui, alors là c'est le problème avec un grand P, le grand débat avec un grand D, ou la grande question, exactement. Alors bon, j'ai pas tout compris, hein. J'essaye de suivre tout ce que tu dis, puisque les autres disent, mais ce qui s'en dégage, c'est un petit peu ce ressenti. Ouais. C'est-à-dire que cette problématique se posera toujours tant qu'on sera sur une croyance de la réalité conventionnelle, quoi. Ouais. Et puis avec toute l'ignorance et tous les 12 liens Ouais. de production dépendante. Ça veut dire que si, par exemple, on échappe aux 12 liens de production dépendante, ça Oui. veut dire que la causalité cesse de fonctionner? Ben, ça me donne un peu cette impression, parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre cause et comme autre effet après? Donc, justement, Bah, c'est ça qui est intéressant. C'est que, oui, qui veut échanger, qui veut partager son point de vue? dans la mesure où la vacuité, c'est l'interdépendance universelle, il y a une causalité qui est sûrement pas matérielle comme celle qu'on perçoit, mais je vois pas pourquoi ça s'éteindrait, cette histoire de causalité. C'est justement le fonctionnement le fonctionnement de la chose. Donc il existe aussi dans l'existence ultime. Ah, Qu'est-ce que vous appelez l'existence ultime? Parce que dans Oui, l'existence, mais je veux dire, Ben, l'opposé de l'existence conventionnelle. Enfin, moi, alors, je suis assez novice, hein, et puis j'ai pas toute cette somme de connaissances, quoi. Mais c'est un peu ça, quoi, l'idée. Moi, je comprends pas bien la question, en fait. Alors, Je sais pas je si suis je me désolé, comprends moi, moi-même. je comprends rien, en fait, là. oui, oui, non, mais le Je suis problème du là, je suis un phénomène peu, causal ou causal, c'est très difficile, ça. là, je suis un peu perdu, hein. Là, du coup, alors, ce que dit Laurent, je comprends pas non plus. Laurence, tu peux reformuler, tu veux bien reformuler? Alors, c'est un petit peu ce que j'avais cru comprendre. Mais je dis bien, je comprends des brides, hein, seulement, attention. Et il manque beaucoup de connaissances. La question, c'était cet effet de cause à effet. Est-ce que si un individu arrive au nirvana ultime, alors je comprends aussi les liens enfin, je comprends un petit peu les liens de la vacuité, enfin, tout ce le contenu de la, non, c'est pas un contenu de la vacuité, parce que c'est l'inverse d'un contenu, quoi. Mais, puisque voilà, on fiche pas les choses. Non, et sincèrement, vous m'avez noyé, là. Ok, c'est pas grave, on va y revenir. On va y Non, revenir, ça me permet de le dire. c'est vraiment fondamental. Cette question justement qu'on a évoquée tout à l'heure, quand on a dit quand chez qui va démaquer, tout ce qui naît de cause et condition n'est pas vraiment né, etc. Donc il faut bien comprendre justement ce deuxième verset Ranshin Gyewa Yamayin. Il n'y a pas de production en soi. Ouais. C'est exactement ce que dit Acharya Nagarjuna dans le premier chapitre du traité du milieu, la toute première strophe. Ouais. Quand il se pose la question, euh, Naswato, Napi Parato, etc., ni de soi-même, ni d'autre, ni des deux, ni sans cause, etc. Rien ne peut naître de soi-même, soit d'une autre cause qui serait intrinsèquement autre, soit des deux, soit sans cause. Ouais. Et donc, il analyse une production ultime, une production intrinsèque, inhérente, telle qu'elle nous apparaît. Ouais. Donc, il la cherche et forcément, il ne la trouve pas. Ouais.
Et une grande partie du Madhyamakavatara de Acharya Chandrakirti, qui est un commentaire ou une introduction au traité du milieu, fait la même chose en fait. Il prend tous ces arguments point par point, ni de soi-même, ni des deux, ni d'autres, ni sans cause, etc. Donc ça, c'est vraiment fondamental de voir quel est l'objet de négation, quelle est notre cible en fait. En fait, notre cible n'est pas la causalité. La causalité, on la laisse intacte, on ne la touche pas. On cherche une causalité inhérente, une causalité intrinsèque. Et là, il n'y en a pas du tout. Mais le fait qu'il n'y ait pas de causalité intrinsèque, ça ne remet pas du tout en question la causalité simplement existante, simplement nominale, simplement en tant que désignation conceptuelle, etc. Donc c'est ça qu'il faut essayer de voir, c'est que vers quelle cible on pointe du doigt. Qu'est-ce qu'on doit, dans ce fameux exemple du mélanome qu'on a sur le bras, etc., qu'est-ce qu'il faut retirer? Si on ne retire pas assez, le mélanome continue de se développer, etc. Et si on retire trop, on coupe le bras, en fait, tout simplement. Donc il faut laisser le bras, ne pas y toucher, mais retirer ce qui fait du mal, ce qui fait souffrir. Donc il faut retirer juste le mélanome et pas du tout toucher au reste du bras. Là, c'est pareil pour la voie médiane. Pourquoi est-ce qu'on parle de voie médiane? C'est qu'elle est le juste milieu entre trop réfuté et pas assez réfuté. Trop nié et pas assez nié. Donc, si on nie trop, qu'est-ce que ça veut dire? Si on nie trop, on réfute trop, on devient nihiliste. Si au lieu de réfuter une causalité inhérente, on réfute la causalité, on peut devenir nihiliste facilement. Et si on ne réfute pas assez, on va réfuter une causalité véritable, etc., du point de vue des soins tantrika, etc., une causalité extérieure, du chittamatrin, etc. Mais on laissera intact la causalité inhérente. Et donc là, on va nécessairement être absolutiste. Moi, ce que je trouve, c'est que dans notre traduction de Shunyata, je ne sais pas ce que c'est ça, mais au lieu de dire vacuité, on devrait tout le temps dire vacuité d'existence inhérente. Parce que quand on dit vacuité, on a tendance à repartir sur le vide. Et je trouve d'avoir laissé ce vocable qui est un peu, qui prête à confusion, au lieu de mettre le vocable en entier, vacuité d'existence inhérente, point barre. Oui, exactement. Donc c'est tout à fait ça. Ça veut dire que quand on a un terme, un définiendum, un objet défini, il faut toujours comprendre sa définition. C'est toujours très important. Et le mot lui-même est tellement proche du mot vide qu'on repart facilement, quand on n'est pas centré dessus, sur cette notion de vide, d'absence. Et d'absence de rien, j'allais dire. Donc, ce qui n'est pas le cas, quoi. Tout à fait. Exactement. C'est pour ça que dans les textes, il parle de swabhava shunyata, la vacuité d'existence inhérente, vacuité de nature propre, etc. Swabhava shunyata, Donc, quand on dit shunyata, c'est juste le diminutif, en fait, tout simplement. Donc, c'est juste un diminutif, mais en effet, on est censé comprendre vacuité d'existence inhérente, exactement. Mais c'est la même chose que quand on dit espace. L'espace, c'est, si on comprend la définition, on sait que c'est une absence aussi, mais une absence de quoi? D'obstruction matérielle, Donc, c'est le même principe. Ça veut dire qu'on ne va pas à chaque fois dire l'espace, l'absence d'obstruction matérielle, on va juste dire l'espace. Mais on est censé comprendre ce que ça veut dire, en effet. Là, c'est pareil pour la vacuité, en effet. Dans la vacuité, il faut comprendre de quoi les phénomènes sont vides. Et c'est justement, ça c'est très important, de quoi les phénomènes sont vides, donc certifier l'objet de négation. Qu'est-ce qu'on doit retirer? Qu'est-ce qu'on doit retirer dans notre... qu'est-ce qui est établi par notre ignorance et qu'est-ce qui n'est pas établi par notre ignorance? Qu'est-ce qui est certifié par une cognition valide et qu'est-ce qui est établi par l'ignorance? Ce qui est établi par l'ignorance, c'est une causalité intrinsèque, inhérente, absolue, etc. Ce qui est certifié par une cognition valide, c'est la simple causalité. Ça répond un peu à ta question? Oui, c'est beaucoup plus clair et puis c'est magnifique. Merci beaucoup parce que c'est vrai qu'en mettant vacuité d'existence inhérente à tous les termes, au lieu de mettre que vacuité, ça me paraît plus transparent. Tout à fait. Exactement. Parce que là, j'étais en train de m'embourber dans un truc où je ne comprenais plus rien. C'est normal. C'est normal. Moi, je ne comprends pas toujours ce que je dis non plus. Ça nous rassure.
Ouais, c'est vrai que c'est très important de garder ça à l'esprit parce que, en effet, sinon, en effet, et en méditation, c'est comme ça qu'on est censé faire aussi. Quand on est en méditation, on se pose la question, ok, je vais méditer sur la vacuité, d'accord, mais comment je fais pour méditer sur la vacuité? Il faut essayer de se dire, ok, de quoi suis-je vide? De quoi suis-je totalement dénué? Ouais, très bien. Donc, parce qu'on peut être dénué de plein de choses. Par exemple, je suis dénué de bouddhéité en ce moment. Je ne suis pas un Bouddha, etc. Je suis dénué de perfection, etc. Je suis dénué de plein de choses. Et donc, si on médite simplement comme ça, bah, je vais méditer ma vacuité dans le sens où je suis dénué de perfection, je suis dénué de perfection, je suis vide de perfection, etc., etc. Est-ce que ça va nous amener à l'éveil? Pas forcément. Ça peut nous amener peut-être à la dépression. Non, non, je rigole. Mais, donc, on pourrait se saisir comme existant, comme étant imparfait en soi. Ça pourrait être le cas. Ouais, ça pourrait être le cas. On peut se saisir comme un être ordinaire en soi, comme un être samsarique en soi. Et donc là, forcément, c'est très difficile de chercher une solution dans ce cas-là. On va se dire, oui, peut-être que l'éveil existe, mais c'est que pour les Bouddhas, ou c'est que pour ceux qui ont du bol. Mais pour moi, c'est pas possible parce que je suis un être ordinaire. Et donc, on va se saisir comme étant un être ordinaire en soi. Et donc, forcément, si c'est en soi, c'est indépendant. Et donc, c'est pour toujours. Ouais. Alors Donc, là, il faut méditer sur la vacuité des agrégats. alors, en effet, il faut aussi méditer sur la vacuité des agrégats. Pas uniquement, mais au bout d'un moment, Dans le cadre du soi, en fait. Ouais. exactement. Ça veut dire que au début, on médite sur la vacuité de la personne. Ouais. Mhm. On se dit qui suis-je, moi, qui suis assis sur le coussin, pourquoi je veux méditer, etc. Et donc, on essaye de faire émerger la saisie d'un soi personnel, etc. Si quelqu'un Ça nous a... évacue le jeu. Exactement. Ça évacue le jeu, oui. Voilà, le jeu inhérent. Ouais. Oui, tout à fait. Ok. Oui. Exactement. Et donc, ça, c'est très important de méditer là-dessus, sur le non-soi de la personne, ouais, sur la vacuité de l'existence inhérente de notre propre personne. Très bien. Et ne pas se satisfaire de ça, mais continuer ensuite à réaliser ou comprendre ou méditer la vacuité des agrégats eux-mêmes. C'est très important. Parce qu'ils sont la base d'imputation de la personne. Donc, si on ne réalise pas la vacuité des agrégats, qu'on ne réalise que la vacuité de la personne, forcément, la saisie de la personne risque de revenir à la vitesse d'un cheval au galop. Puisque la personne est désignée en dépendance des agrégats. Ouais. On dira par exemple mon corps. Si on saisit notre corps ou nos sensations, notre conscience comme existant en soi, forcément, la personne qui les possède ou qui en fait l'expérience va nécessairement être saisie comme existant en soi. Ouais, c'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le Ratnavali, dans le Conseil au roi, quand il dit tant que la saisie des agrégats, euh, Kantagraho Yavadasti, exactement, tant qu'il y aura la saisie des agrégats comme existant de manière inhérente, il y aura la saisie de la personne comme existant de manière inhérente, et de là, le karma et les afflictions, etc. etc. Ouais. Donc en effet, Axel, tu as tout à fait raison, il faut méditer à un moment donné sur les agrégats, mais on peut commencer par méditer sur la vacuité de la personne. On peut commencer par ça. Tout à fait. Voilà. Du corps et de l'esprit, déjà, oui. Exactement. Et on peut ensuite, bien sûr, prendre, pour méditer sur la vacuité de la personne, on peut prendre des exemples, comme l'exemple du char employé par Achala Chandrakirti. Ouais. Le char Mhm. n'est pas les roues, n'est pas ceci, n'est pas cela, mais on peut prendre une table, on peut prendre tout ce que vous voulez. Et donc, qui sert d'exemple pour faciliter la compréhension par rapport à l'analyse de la personne et de ses agrégats. Ouais. Ok. Donc ça, c'est très important. Ouais. Oui. J'ai une question. Quand tu parles de méditer sur la vacuité des agrégats, c'est-à-dire tu prends, je ne sais pas, un des agrégats, je sais pas, une sensation, je ne sais pas, quelconque, une odeur, ça veut dire que tu prends une odeur, un goût, une sensation, une douleur ou quelque chose, et en fait, c'est en disant qu'elle n'existe pas de façon inhérente, intrinsèque, c'est ça? Exactement. Tout à fait. Donc on D'accord. peut bien sûr analyser le corps. D'ailleurs, Shantideva le fait dans la suite du texte, hein. Il le fait, il analyse le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes. Donc parmi tout ça, il y en a bien sûr qui sont des agrégats. Le corps fait partie des agrégats, les sensations font partie des agrégats, l'esprit aussi. Et Sainte dit que c'est le plus important, c'est de méditer sur la vacuité de l'esprit. C'est beaucoup plus spectaculaire pour le pratiquant parce que souvent on a tendance à s'identifier à notre esprit
Les écoles inférieures le font. Quand ils cherchent vraiment la conscience, la personne, ils vont trouver la conscience. Et donc, surtout quand on accepte les renaissances, c'est l'esprit, c'est la conscience qui poursuit son chemin alors que le corps dépérit. Donc, on a tendance à s'identifier à sa conscience. Donc, c'est beaucoup plus spectaculaire. C'est très important de méditer sur la vacuité de l'esprit, surtout si on pratique les tantras par la suite. Et donc, on essaie de faire comme ça, un petit peu avec les exemples employés par Shantideva. Lui, pour le corps, il a le même raisonnement que ce qu'on fait quand on analyse la personne et les agrégats. Est-ce que la personne est une avec les agrégats ou est-ce qu'elle est différente de manière intrinsèque, c'est-à-dire séparée des agrégats? Ouais. Je- Oui. En fait, j'ai une question qui peut paraître un peu bizarre, mais quand on a une douleur, d'ailleurs, je me pose régulièrement cette question, bon, vu par ma profession, mais quand on endort quelque chose, je me suis même posé cette question. Bon, moi, je suis dentiste, donc si j'endors une dent, la personne a très mal, j'endors une dent, je me suis posé la question si finalement, alors la personne ne sent pas la douleur, mais est-ce que enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas parce qu'on ne ressent pas la douleur qu'elle n'est pas là. Je me suis même posé la question si la dent elle-même a mal. Je sais pas comment expliquer, mais elle ne peut pas avoir mal, mais enfin, je sais pas comment expliquer, mais on a fait l'anesthésie, donc on ne ressent plus la douleur, mais elle est quand même là. Enfin, je sais pas, le nerf est quand même atteint, il y a une sensation. Donc nous, on ne le ressent pas, mais du coup, la dent, elle a peut-être mal, enfin, je sais pas. Mais c'est une question que je me pose quand même assez régulièrement en me disant, mais finalement, voilà, où on en est là, enfin, je sais pas. C'est curieux, mais voilà, ça change rien pour la personne qui a mal, mais Oui, heureusement. oui, mais je veux dire, en soi, finalement, on peut se poser la question. Alors justement, il faut se poser la question, c'est quoi une sensation? Ouais. Voilà. C'est quoi une sensation? Hmm. Donc il y a différents types de sensations. Les sensations, en général, la sensation, c'est un facteur mental. Ouais. C'est un facteur mental, ça veut dire que c'est nécessairement associé à une conscience, exactement comme un colorant avec de l'eau. Ouais. Le colorant et l'eau, ils sont totalement indissociables. Ouais. Ou si on mélange du lait, de l'eau, etc., c'est très difficile de séparer l'un de l'autre. Et là, la sensation, c'est pareil avec la conscience, elle a une même entité substantielle. Elle n'est pas la conscience principale, mais elle est une conscience. C'est de la conscience, la sensation. Et elle peut naître en fonction de différentes causes et conditions. Ouais. Donc, la, la cause, la cause principale, la cause substantielle, on va dire, celle qui est la plus importante, on va dire, c'est le moment de conscience immédiatement antérieur. Hein. Et puis, il va y avoir un objet. Donc là, ça peut être plein de choses. L'objet, ça peut être la table dans laquelle on se cogne, ça peut être, voilà, ça peut être un abcès, ça peut être plein de choses. Ouais. Ok. Et donc, il y a la condition immédiatement antérieure, il y a un objet qui est la condition objectale, et il y a la condition dominante. Ça veut dire c'est ce qui va faire en sorte que cette sensation est soit une sensation mentale, soit une sensation physique. Ouais. C'est-à-dire que en fonction d'un organe ou d'une faculté sensorielle physique, on aura des sensations physiques. Ouais. Et en fonction de la faculté mentale, quand on a, par exemple, on pense à nos dernières vacances, bah, on a une sensation plutôt plaisante. C'est une sensation mentale. Ouais. Donc là, dans la danse, c'est une sensation physique. Mais si, euh, si, c'est- s'il y avait de la douleur, on aurait nécessairement une sensation douloureuse. Est-ce que la personne a une sensation douloureuse quand elle est endormie? Non. Quand la partie du corps est endormie, non, elle n'a pas cette sensation douloureuse. Donc on peut dire qu'il y a en effet quelque chose qui est modifié dans la constitution physique, dans la gencive ou dans le nerf, etc. Il y a des choses qui sont modifiées. Mais sur le moment même, vu que c'est endormi, vu que c'est anesthésié, la condition dominante, ce qui se trouve dans les chairs, etc., le nerf, etc., la condition dominante n'est tout simplement pas opérante. Elle ne fonctionne pas pour donner cette douleur. Donc, s'il manque l'une des conditions, ça ne fonctionne pas. Bah, c'est la même chose avec une personne qui, par exemple, une personne qui a une table en face d'elle, elle a sa conscience qui est là, mais si elle a un défaut dans les yeux, si elle est aveugle ou tout simplement parce que l'obscurité est là, il n'y a pas la condition dominante qui fonctionne. Si la condition dominante ne fonctionne pas, il n'y a pas de sensation visuelle qui peut fonctionner. Par rapport à cette... Cette sensation, c'est comme un tabouret à 3 pieds. S'il y en a un qui manque, ça ne marche pas, quoi. Voilà, exactement. Ça sort dessus.
Exactement. Donc, s'il n'y avait pas l'objet lui-même, bah, s'il n'y a pas la table, bah, on ne perçoit pas la table. S'il n'y avait pas un moment de conscience immédiatement antérieur, bon, le continuum de conscience très tranché, hein, personne ne l'accepte, dans l'immense majorité des écoles philosophiques, on ne l'accepte pas. Et de la même façon, en effet, s'il manque un autre pied du trépied, s'il manque la condition dominante, si elle ne fonctionne pas, tout simplement, il n'y a pas non plus cette sensation. Ouais. Tu es rassuré que tu ne fais pas mal à tes patients. L'idéal, c'est qu'il n'y a plus personne pour percevoir la douleur. Oui, mais est-ce que c'est possible? Euh, Il faut sous anesthésie générale, peut-être, je ne sais pas. Oui. Ah ben voilà, au lieu de méditer sur la vacuité, est-ce que tu peux nous envoyer des médocs? N'est-ce pas? Mais par contre, je vois à travers. Là, je suis en train de lire le dernier livre de Mathieu Ricard et il parlait justement des grands maîtres. Et un de ces maîtres, à la fin de la vie, était atteint d'une grave maladie et souffrait énormément. Et pourtant, et justement, il parlait de ce niveau qu'il avait de. Sans ignorer que la douleur est là, mais par contre, de passer un petit peu au travers, quoi. Donc, par un effet certainement de conscience. Alors, est-ce que c'est une connexion qui se coupe? Je me suis posé la question. Comment ça se fait qu'il y a des gens, pour une même blessure, qui souffrent moins que d'autres? Comment certains peuvent endurer la douleur plus longtemps que d'autres et continuer à vivre normalement? Est-ce que c'est des états de conscience qui... Est-ce qu'il y a de la surconscience ou de la déconnexion quelque part? Alors, ça dépend. Si on est déconnecté parce que on est complètement sous médicaments, comment dire, sous anesthésiant, etc., ça peut arriver, hein. Il y a des gens qui se déconnectent de la réalité en détournant l'usage des médicaments ou en prenant des substances, etc. Bon, de ce point de vue-là, des choses qui paraîtraient insupportables s'ils étaient à jeun ou comment dire, s'ils étaient euh, dans leur état normal, entre guillemets. Là, il y a une certaine distance qui se crée, on est un peu anesthésié, en fait, là, nos consciences sont un peu émoussées, etc., donc forcément, on réagit moins. Mais il y a l'état de ces grands maîtres, etc., qui transcendent un petit peu tout ça. Ça veut dire qu'ils ne se font pas ils ne rajoutent pas de la souffrance morale ou mentale sur la à... phase physique. Ouais, ouais. Exactement. Ils peuvent même utiliser cette souffrance physique en pratiquant Tonglen, etc. Par exemple, il y avait, vous vous souvenez, je ne sais pas si j'en ai parlé à vous, il y avait ce moine qui avait vécu des années et des années de torture dans les camps de concentration chinois. Et quand il a été libéré, il a été voir sa sainteté Dalai Lama tout de suite. Et je crois que c'était dans les années 80, je ne suis pas très sûr de la date. Et sa sainteté lui a demandé, bien sûr, quelle a été, il a posé sur ses expériences. À un moment donné, il lui a dit, mais quelle a été votre plus grande peur pendant ces séances de torture? Et le moine a dit, ma plus grande peur, c'est de perdre ma compassion à leur égard. Et là, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que ce moine, au lieu de perdre, d'avoir peur de perdre sa vie ou d'avoir peur de rester paralysé pendant des années, etc., il avait peur de perdre sa compassion. Et donc, ça lui a évité la dépression, voire même des pathologies plus graves encore. Et il y a d'autres maîtres, par exemple, Lama Zopa Rinpoche, quand il y a quelques années, il a fait un AVC. Il a dit, enfin, enfin, mes prières sont exaucées. La prière de prendre la souffrance de tous les êtres sur moi, enfin, je suis exaucé. On n'y est pas. Hein? On n'y est pas, nous. Nous, on ne fait que s'entraîner, on ne fait que mimer ça. Mais en réalité, ces grands maîtres utilisent tout ce qui est négatif et tout ce qui est positif aussi. D'ailleurs, ils l'utilisent pour toujours développer ces états d'esprit immenses de bodhicitta. Donc, forcément, ils ne souffrent pas moralement, ils sont très heureux. Ils sont très heureux. Même s'il peut y avoir une souffrance physique, elle est beaucoup moindre. C'est ce que dit sa sainteté aussi, hein. Et Shantideva le dit aussi. À un moment donné, il dit par exemple, certains soldats à la guerre ne se rendent même pas compte des blessures qu'ils ont. C'est quand la bataille est finie qu'ils font l'état des lieux. Et il dit, d'autres personnes, rien qu'à la vue du sang des autres, s'évanouissent. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a des forces intérieures qui sont plus grandes chez certains individus, mais ce n'est pas un cadeau du ciel, hein. Ça se transforme, c'est impermanent, hein. Ça peut se développer, tout ça. Ouais.
On peut se dessaisir par rapport à une souffrance, on peut apprendre à se dire. D'ailleurs, c'est très très bien connu hein, chez les psychologues actuels. Par exemple, une fois j'ai vu une émission, c'était sur le placebo et le nocebo. Je crois que c'était le journal de la santé, je ne suis pas très sûr. Et il y avait des pompiers qui étaient là et qui parlaient de la suggestion. Et ça, c'était magnifique. Il y avait une pompière, elle disait qu'à à des accidentés, elle ne disait pas est-ce que vous avez froid, elle lui disait est-ce que votre corps a suffisamment chaud. Et là, c'est très différent, parce que la personne est accidentée, donc elle a un corps dans un état pas possible, et donc ça désidentifie la personne par rapport à son corps. Parce que votre corps, et au lieu de dire froid, on dit suffisamment chaud. Et donc c'est très très différent. Et donc les aspects placebo et nocebo fonctionnent à merveille. Et donc ça, bien sûr que on ne peut pas vraiment dire que la méditation soit un placebo, mais la fonction est la même. Ça veut dire que la personne se désidentifie par rapport à son corps. C'est mon corps qui souffre, c'est pas moi qui suis un être souffrant, etc. Et donc on essaie d'employer les méthodes justement pour aller vers un mieux-être d'une manière ou d'une autre. Et les psychologues actuels ont fait des avancées immenses avec ça. Mais il y a des anesthésies sous sophrologie. Il y a Oui, des l'état sophronique, c'est ça, hein, de toute façon, ça existe. modifications de l'état de conscience et tu as des gens qui opèrent sous sophrologie. Oui, ou sous C'est tout à hypnose. fait employé, l'état sophronique. Hein. Oui, oui, exactement. Et donc ça, c'est Modification merveilleux. de l'état de conscience. De toute façon, la douleur, elle est subjective, c'est évident. Oui, exactement. Elle est également mécanique. Je veux dire, il y a un trajet nerveux, mais Il y a tout un processus mécanique, mais il y a un processus subjectif aussi. Oui, oui. Il y a des gens qui ont très peu de lésions et qui ont des douleurs terribles. Il y a des gens qui ont des grosses lésions et qui ont peu de douleurs. Et puis selon l'humeur, selon le vécu, si tu es selon riche, le recul, en bonne évidemment que santé, ça va jouer. si tu es riche, en bonne santé et amoureux comme une vache, tu te casses la jambe, t'as pas très très mal. Si par contre tu es en plein dans les emmerdes et tu te casses la jambe, tu fais. Mais oui, non, mais c'est vrai. Oui, Ça. c'est Nous, on sait, en médecine, on sait quels sont les gens qui vont mal calcifier, simplement en voyant dans quel état Oui, qui sont, voilà. Hein. tout à fait. Et ça c'est c'est sûr, ça, c'est sûr. Ça. sur le placebo et le nocebo sont magnifiques parce que il y a des tests sur plein de gens où ils ont, je crois que c'est Mathieu Ricard qui en parle, je suis pas très sûr, mais je crois que c'est lui, où ils ont plein de gens de divers milieux, etc. Et donc, ils mettent la main sur un endroit qui va leur donner des petits coups de jus, etc. Et donc, ils ont une perfusion. Et en fait, dans la perfusion, il peut y avoir parfois de la morphine. Et parfois, ça peut être simplement de l'eau. Mais d'une manière ou d'une autre, si la personne lui dit, voilà, vous allez avoir un peu mal parce que là, ce n'est que de l'eau, etc. Et là, la personne, elle souffre en fait, alors qu'elle a de la morphine, en réalité. Et inversement, si on lui dit, Oui, ça c'est sûr. Hein. si on lui dit inversement, Vous vous n'allez voulez que je pas vous raconte souffrir. une anecdote? Oui, pardon. Je voulais que je vous raconte une anecdote en ce sens. J'ai accouché avec une péridurale placebo. Et ben, je vous assure que ça a bien marché en plus, mais c'est vrai. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de la faire, ils m'ont dit ça y est, c'est fait. Et j'ai dit ah génial et impeccable. Ben ouais. Je raconte souvent, quand je travaillais comme médecin à la prison, là, on avait, les labos nous avaient demandé de tester une pilule. Donc, on avait du placebo tout préparé, on ne savait pas ce qu'on donnait. Il y avait une moitié de femmes à qui on donnait la vraie pilule et l'autre moitié à qui on donnait des placebos. Mais nous, on ne savait pas ce qu'on donnait, parce que ça avait exactement la même allure. Et ben, dans la randomisation des femmes qui avaient eu que des placebos, il y avait des arrêts d'ovulation à 30%. Voilà. D'accord. Et aux États-Unis, moi j'ai travaillé chez Ciba-Gégé à une période. Ils avaient expérimenté donc le tofranil, c'était vraiment un antidépresseur majeur. Alors ils le faisaient donner par le médecin, par l'infirmière et par la femme de ménage. Et bien les effets étaient complètement différents. C'est normal, c'est des modifications d'état de conscience. On ne sait pas à quel niveau là, la conscience, l'émotion, je ne sais pas comment l'appeler, participe de tout ça. C'est rien que de l'interaction, tout ça. Oui, oui, oui. L'effet placebo, il existe dans toutes les médecines. Bien sûr, toutes les médecines. Ah, Jinpa, on a perdu Jinpa. Ah non. Désolé, je n'étais pas sur le bon Wi-Fi, ça a coupé à 10 heures, désolé. Mais oui, c'est passionnant ce que vous dites, ouais. Ouais.
C'est vraiment intéressant. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la morale de l'histoire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sensation inhérente, Ah ouais. intrinsèque, etc. Ça veut dire Ça veut dire qu'on est en plein dans la non-inhérence des choses, quoi. ouais, que Et tout dépend de l'état d'esprit, comment on prend les choses, etc. Tout à fait. dans la non-inhérence de la cause et dans la non-inhérence de l'effet. Alors, on l'aborde tout doucement comme ça, mais je pense qu'en réalité, c'est ça, quoi. C'est certain. Donc, il y a une interaction entre le thérapeute et le patient. Mais oui, mais les interactions, elles sont hyper nombreuses. On ne sait pas exactement où elles se Oui, situent. c'est intersubjectif. Le fait est que, pas que, mais aussi, les interactions, on peut même pas les nommer ou les dénombrer. Tout est interdépendant à des niveaux qu'on ne peut même pas soupçonner, quoi. Oui, tout à Bien fait. sûr. C'est pour ça qu'avant, d'ailleurs, les thérapeutes, ils récitaient des choses. Par exemple, au Tibet, les Sangye-Menla, etc., au début, ça les mettait dans un certain état d'esprit. C'est sûr que si tu as un thérapeute que tu détestes, qui te fait chier, et tu vas mal réagir au traitement, même si c'est un bon traitement. Oui, oui. Oui. Ben, c'est super, c'est magnifique, excellent. Donc c'est aussi, oui, c'est ce que dit Sassante. Il dit il y a l'aspect émotionnel qui est très important. Il dit par exemple, lui, il parlait de comment est-ce que la transmission du dharma pouvait se faire, etc. Ou même à l'école, hein, quand on avait un prof hyper sévère, etc., on n'aimait pas nécessairement la matière qu'il enseignait. Alors que si on avait un prof sympa qui rigolait, tout ça, ça changeait tout. Moi, j'ai vu ça aussi. Je me suis rendu compte que j'avais horreur de l'anglais, surtout que j'avais commencé par l'allemand en langue étrangère. J'avais horreur de l'anglais parce que tout simplement la prof était extrêmement, enfin je la ressentais comme extrêmement antipathique. Et l'année d'après, on avait une prof qui nous faisait apprendre comment ça s'appelle, les lyrics, les paroles de chansons qu'on adorait à l'époque des années 80 et tout. Donc forcément là, on s'est mis à adorer l'anglais. C'est vrai que ça change beaucoup, la façon de l'aspect émotionnel est très très important. Très important. Ouais, ok. Très bien. Très très bien. Donc là, on est arrivé déjà. Est-ce que vous avez le temps jusqu'à au moins la fin de la page ou pas? Ah bon, oui, hein. Ouais, ok, très bien. Donc les méditations, en général, je vous les laisse à vous. Comme ça, vous pouvez les faire à la maison, suivre ce que dit Sassante pour méditer, etc. Là, ce sera sur l'impermanence subtile. Ok. Et donc là, ok, les Madhyamika ripostent que tout en considérant les choses et événements comme des illusions, comme dépourvus de réalité intrinsèque indépendante, ils acceptent la validité de la causalité et des autres fonctions du monde relatif, la réalité du monde conventionnel, ouais. Loin d'être détruite par leur logique de la vacuité, reste au contraire totalement intacte. Donc les sensations, tout ça, etc., tout ça, ça reste totalement intact au niveau de la convention, de l'interdépendance. Ainsi, après avoir réfuté l'existence intrinsèque des phénomènes, il est capital de pouvoir maintenir la validité du monde, de la vérité conventionnelle. Si nous en sommes capables, nous nous engageons sur la véritable voie médiane, position dépouillée des extrêmes de l'absolutisme et du nihilisme. Et parce que cette position ne réfute ni la réalité ni la validité du monde conventionnel, elle admet toute la fonctionnalité de celui-ci, la cause et l'effet, le sujet et l'objet, et ainsi de suite. Si nous n'y parvenons pas, notre position philosophique tombe dans l'un des extrêmes. Ou bien elle nie la réalité du monde conventionnel et sombre petit à petit dans une position nihiliste, ou elle prône une sorte d'absolutisme, en cherchant à s'agripper à quelque chose d'absolu ou d'éternel. Selon Shantideva et les Madhyamika, il est capital pour un aspirant engagé sur la voie spirituelle de conserver la position de la voie du milieu, de la voie médiane. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment le pont qui nous empêche de sombrer dans l'un ou l'autre des abîmes de l'absolutisme ou du nihilisme. Donc en fait, le nihilisme est pire encore que l'absolutisme. C'est pour ça que c'est pour ça que le Bouddha, dans le premier cycle de son enseignement, a plutôt orienté les choses vers une réalité absolue, etc., pour éviter à tout prix que ses disciples tombent dans le nihilisme. Et donc ensuite, pour ceux qui étaient suffisamment préparés, là, il a parlé des perfections de sagesse, etc. Donc il a réfuté toute existence absolue. Donc, parce que tout simplement, ses disciples étaient prêts à entendre cela. Ouais. Et ceux qui n'étaient pas prêts à entendre cela ont eu besoin du troisième cycle, celui sur les trois natures, etc.,
pour justement pouvoir s'agripper à quelque chose. Parce que tout simplement, pour eux, c'était du nihilisme, la perfection de sagesse. Ouais. Mm. Non, parce qu'ils n'ont pas suffisamment sondé la profondeur de la vacuité et ont peut-être trop réfuté. Donc c'est pourquoi le Bouddha a enseigné le troisième cycle. Donc c'est extrêmement cohérent finalement. Ouais. Et donc on verra justement ceux qui s'appuient sur ce troisième cycle la prochaine fois, parce que ce sont les Chittamatras qui débattent avec Shantideva pour la suite du texte. Ouais. Ça va? Ça va? Ça va. Bravo, bravo, bravo. Mille merci, c'est magnifique. Donc à dimanche prochain pour l'art de la sagesse et sinon la suite, Dimanche. les deux vérités et puis les débats à vendredi, etc., etc. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Bonne semaine à tous. Super Au semaine. revoir, merci bien. À bientôt. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ciao, ciao. Bonsoir.